Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Tweet TV et Watt FM, les médias leaders. Au lendemain de la commémoration des attentats du 11 septembre qui ont frappé les États-Unis il y a 21 ans maintenant, nous faisons un arrêt sur l'état des lieux de ce phénomène au Burkina. Au Burkina, avec notamment Mahamadou Savadogo. Il est expert en sécurité. Bonjour et bonjour. Merci d'avoir accepté notre convocation ce matin. Bonjour et merci de m'avoir convoqué. Alors, une nouvelle semaine commence pour le tribunal de l'actualité. En attendant, juge Vara, qui s'en vient tout à l'heure, juge Bougman, bonjour. Bonjour, Président. Bonjour, Madame, Monsieur. Alors, vous êtes là pour analyser également ce fait d'actualité. Une nouvelle audience qui commence, je l'ai dit, c'est sur les médias leaders Tweet TV et 100.7 en modulation de fréquence, c'est Watt FM. Moi, je m'appelle Serge Mathias Tormodi, je préside ce tribunal. L'audience s'ouvre à présent sur la séquence avant-propos. Juge Bougman, vous pouvez nous délivrer votre avant-propos, s'il vous plaît? Oui, mon avant-propos, le lundi, je sais. Voilà. Donc, le lundi, moi, je sacrifie à un rituel qui est de souhaiter une excellente semaine à tout le monde. Donc, dans ces conditions difficiles, dans cette rentrée des classes également qui s'approchent à grands pas, pour ceux qui n'ont pas encore repris, parce qu'il y en a qui ont déjà repris pratiquement depuis début septembre, il y en a qui vont le faire à partir d'aujourd'hui, d'autres c'est à partir de la semaine prochaine. En attendant le grand lot du mois d'octobre, donc à tous ces enfants qui ont déjà repris, donc je leur souhaite beaucoup de courage, surtout aux parents, parce que ce n'est pas aussi simple, surtout dans cette situation où dans la sous-région, l'inflation au Burkina Faso est très élevée. Donc, des rentrées scolaires qui se préparent à un moment donné où le stylo coûte déjà 150 francs CFA, ce n'est déjà pas simple. C'est pas simple. Donc ça donne déjà une idée de ce qui peut être des autres fournitures et des autres réalités, avec sur fond de soupçons à un moment donné d'augmentation de frais de scolarité. Même si jusqu'à présent apparemment ça n'a pas été, il y a eu ces velléités-là. Mais bref, donc c'est pour souhaiter beaucoup de courage à tout le monde. Au niveau du monde paysan aussi, c'est pratiquement, on tire vers la fin des saisons, avec des pluies également diluviennes par moment, qui créent parfois d'autres soucis, surtout au niveau des habitations. Donc, dans un Burkina, on prend le risque de dire que c'est de demander seulement de susciter de l'espoir. Donc beaucoup de courage à tout le monde, beaucoup d'espoir, et que cette semaine soit une semaine merveilleuse pour tout le monde et surtout un excellent lundi à tout le monde. Un excellent lundi, une nouvelle semaine qui commence donc, et beaucoup de courage à tous les acteurs de l'éducation bientôt qui vont reprendre le chemin des classes. Juge Vaha, bonjour. Oui, bonjour Président, bonjour Juge Bougman, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour, un avant-propos? Oui, un avant-propos. On a vu que le week-end, donc, il y a le président du Faso qui était du côté du Niger, très intéressant. Il était avant en Côte d'Ivoire. Au Mali, c'était la première sortie. Donc, il y a, on va dire dans notre diplomatie, maintenant, celui qui est à la tête du pays, qui sort de façon très à l'aise. Et puis, pour ce qui est du Niger, on a dû voir un peu la forme. Ce qui a fait aussi commentaire, c'est bien le vêtement. C'est ça. Ce qui a été fort remarqué. Mais au-delà de tout cela, il y a la question sécuritaire qui est centrale. Le Niger est pour moi aussi un pays qui est un point d'ancrage avec le Mali. Donc aujourd'hui, avec même les dissensions qu'il y a par ricochet, je veux dire par ricochet parce qu'il y a des coopérations qui gênent quelquefois d'autres coopérations que nous avons. Vous comprenez par exemple la question malienne, avec la Russie ou Wagner, c'est selon les perceptions qu'on a. Et il y a le Niger qui s'est assumé sur la question de la présence française. Donc, il faut, au-delà de ces éléments-là, aller prendre langue, parce que la première offre, c'est celle domestique. Et après, on essaie de l'arrimer dans l'espace que nous partageons avec les autres. Et puis, les coopérants viendront aussi appuyer selon les besoins qui sont les nôtres. Et c'est important donc qu'il y ait cette sortie. Et on la salue. On espère que ça sera le début de choses fructueuses. De choses fructueuses après Bamako, Abidjan. Donc le président de la transition s'est rendu à Niamey récemment. Et évidemment, il y a ces discussions en cours pour gérer la situation au niveau des trois frontières, Mali, Niger, Burkina. C'était les avant-propos des juges et je rappelle aux auditeurs de Watt FM qu'au rôle du tribunal de l'actualité aujourd'hui est inscrit le nécessaire état des lieux, à établir sur la réalité du phénomène terroriste au Burkina. Avec les éclairages de Mahamadou Savadogo, il est expert en sécurité et il a bien voulu accepter notre convocation ce matin. Bonjour à nouveau, monsieur Savadogo.
Bonjour. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes un ancien gendarme et cette matière de la sécurité vous passionne autant qu'elle vous préoccupe. Oui, absolument. Et après une quinzaine d'années à la gendarmerie, j'ai décidé de continuer avec la recherche sur les questions de l'extrémisme violent et de la radicalisation au Sahel, et particulièrement au Sahel central. Et je suis aussi spécialiste de gestion des risques pour les ONG, les organisations internationales. Et donc, je me plais à donner des conseils, je me plais à faire des études pour des organisations comme l'Union africaine, la Banque mondiale et plein d'autres, et aussi les ONG sur place ici. Et ça me convient bien. Je pense que c'est une continuité de ma carrière déjà entamée. C'est une continuité et vous cherchez, en tout cas, vous nous parlerez de cette situation sécuritaire liée au terrorisme au Burkina en long et en large tout à l'heure. Mais avant d'aborder la question qui nous préoccupe, les juges ont maintenant la latitude de vous interpeller sur des généralités. Merci. Ma première question de généralité, nous avons vu des résultats que vous avez livrés, des statistiques sur la question de l'offre sécuritaire au niveau du Burkina Faso. Quelle a été votre méthodologie de travail? Ok, merci. La méthodologie de travail est basée sur ce qu'on appelle d'abord les études sur le terrain, des enquêtes et aussi des recoupements et comment on appelle ça, l'observation sur le terrain. Et cela à travers plusieurs sources. On a des sources officielles. On a des sources qu'on appelle des points focaux, on a des sources terrain, on a des sources aussi qui viennent effectivement du net. Alors tout cela fait un recoupement et nous permet de mettre en place une application, et cette application nous a permis effectivement de décanter un certain nombre d'incidents que nous avons jugés utile, et aussi que nous avons jugé plutôt véridique, parce qu'on ne s'est pas contenté. Après les recoupements, on a préféré retenir ces incidents-là. Juste pour dire que les incidents qui sont sur la plateforme qu'on appelle Sahel Watch, et donc c'est une plateforme, et ce n'est pas l'ensemble des incidents, parce que c'est quand même osé de pouvoir répertorier l'ensemble des incidents, mais c'est en tout cas la majorité des incidents qu'on a pu répertorier. Donc ça veut dire que même les incidents que nous avons répertoriés sur Sahel Watch, ce n'est pas la totalité, ça veut dire que c'est même en deçà de ce qui apparaît sur les cartes et puis sur les statistiques. Et avec ça, c'est ce qu'on appelle un outil de veille sécuritaire. C'est un outil qui aide à la décision. Alors ça aide non seulement à connaître quelles sont les tendances, et aussi ça nous aide à faire une bonne analyse et à comprendre quelle est la stratégie développée, et non seulement par le gouvernement, mais aussi et surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est la stratégie, le mode opératoire de ces groupes armés terroristes, parce que nous pensons que c'est plus utile de savoir comment ils se développent pour pouvoir donner ces informations-là aux autorités. À qui de droit pour des réponses appropriées. Exactement. Oui, vous êtes satisfait de la réponse de... Oui, ça c'est déjà, mais c'est voir comment il se déploie. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, comme je l'ai dit, c'est une application qui fait appel à plusieurs personnes, en fait. Et donc, dans chaque région, dans chaque commune, dans chaque village, on a ce qu'on appelle, comme je le répète encore, des points focaux. Et ces points focaux nous remontent un certain nombre d'informations que nous recoupons. Et après le recoupement, on consolide l'information avec d'autres sources qui nous permettent de dire est-ce qu'effectivement l'information est vérifiée ou pas. Et aussi et de préciser même l'information. Ce qui nous permet aujourd'hui de donner avec précision les cartes qui sont là. Ça donne avec précision le lieu où l'incident a été commis, le village exact, qui est avec ses coordonnées. Ensuite, ça nous donne l'heure à laquelle l'incident a eu lieu, la date, et aussi ça nous permet de savoir, et même des fois les sources, on met les sources pour pouvoir vérifier après, ou bien pour pouvoir orienter ceux qui aimeraient savoir exactement. Si ça ne compromet pas la source, en tout cas on met la source pour pouvoir authentifier l'incident. Juge Vara? Oui, on a souvent reçu ici le
soit le ministre de la Communication ou d'autres autorités sur les questions sécuritaires et justement sur la question des chiffres, parce qu'on a beaucoup de rapports qui font état de ce que, de janvier jusqu'à maintenant, on est dans des proportions sans commune mesure avec l'année passée en termes d'attaques, en termes de matière à inquiéter le Burkina Faso, et c'est recensé. On a des chiffres qui nous font la tendance haussière à presque du double et tout. Mais quand on reçoit les autorités, elles nous disent de faire attention parce que ces chiffres-là prennent en compte des éléments comme par exemple le simple fait qu'on ait affiché, je ne sais pas moi, un message sur un mur demandant à des élèves de partir. C'est considéré par souvent ceux qui font ces études comme des attaques. En fait, et donc pour eux, ça ne donne pas la claire précision de ce qu'est une vraie attaque et puis de ce que sont des menaces. Et donc ça fait que on a un chiffre qui est gonflé, alors que dans le fond, lorsqu'on veut parler d'attaque au sens stricto sensu, on n'est pas vraiment à ça. Est-ce que c'est une réalité ou bien qu'est-ce que vous percevez comme attaque ou atteinte? Comment est-ce que c'est perçu pour que quelquefois il y ait hiatus dans la perception de l'autorité et celle qui est la vôtre? Merci, c'est une question très pertinente et je dirais que chacun est dans son rôle. Les autorités ont un langage politique, les scientifiques aussi ont leur méthodologie. Mais je me dis que les scientifiques ont pour objectif d'être le plus objectif possible. Alors l'objectivité convient à faire en sorte que lorsque vous répertorez les incidents, il faut les classifier. C'est parce qu'on n'a pas la plateforme ici. Après, je vais vous montrer la plateforme. Les incidents sont classifiés. Lorsque c'est des menaces, on met menaces. Lorsque c'est même le passage de groupes armés terroristes, et il y a une classification qui est donnée. Alors, ces genres d'incidents, pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce que si nous ne savons pas exactement ce qui se passe sur le terrain, si on ne classifie pas les incidents, on ne peut pas savoir exactement quel est le niveau de risque, à quel niveau est la menace, est-ce que ces groupes armés sont présents ou pas, est-ce que ces groupes armés, ça ne nous permet pas d'anticiper sur la menace. Si on se contente juste des attaques qui ont fait des morts ou des attaques qui ont juste brûlé des écoles ou quoi, je vous assure que vous allez biaiser votre analyse. Parce que l'important pour nous, c'est d'alerter le gouvernement ou les autorités sur un certain nombre de phénomènes, sur des indicateurs. Et ces indicateurs nous permettent d'anticiper sur la menace. Lorsque, par exemple, dans une zone, il est avéré que les groupes passent régulièrement, il est avéré que les groupes s'entretiennent, font des prêches, il est avéré que ces groupes-là réunissent les populations, il est avéré que ces groupes viennent voler des troupeaux, ils font des enlèvements des populations locales. Est-ce que ce sont des incidents de nature terroriste, oui ou non? Si, ce sont des incidents de nature terroriste. Voilà pourquoi on précise incidents de nature terroriste. Parce que ça nous donne des indicateurs sur la présence de ces groupes et même ça nous permet d'avoir une lecture sur leur intention. Pourquoi est-ce qu'ils font des prêches? Pourquoi ils sont présents? Pourquoi ils font des enlèvements? Pourquoi est-ce que ces groupes-là ciblent particulièrement tel village? Alors, ça veut dire que si dans vos données, vous occultez tout cela, effectivement, vous allez avoir des données biaisées qui ne vous permettent pas d'anticiper, mais plutôt de réagir. Et je crains que ce soit la position des structures étatiques, tout simplement pour baisser le niveau des attaques ou le niveau des incidents. En termes de statistiques. Voilà, en termes de statistiques. Mais les statistiques sont classifiées. C'est vraiment classifié et on ne met pas le tout dedans. C'est pour ça que lorsque... ACLED avait publié ces incidents et on avait vu un nombre élevé, 600 et quelques incidents, mais ce qu'on n'a pas pris le temps d'expliquer, dans les 600 et quelques incidents, même les opérations militaires sont à l'intérieur. Parce que quand vous dites les opérations militaires, vous parlez des opérations militaires des forces régulières? Oui, des forces régulières sont à l'intérieur. Pourquoi? Alors, l'objectif ici, c'est aussi de voir quel est le niveau de la violence dans une zone donnée. On ne peut pas occulter les opérations militaires. Mais sauf qu'il faut avoir l'honnêteté dans votre plateforme de dire que voilà, on a tant d'opérations militaires qui ont été effectuées, on a tant de combats qui ont eu lieu entre les groupes armés et les groupes terroristes, on a tant d'enlèvements, on a tant de morts, on a tant, etc. Et là, ça permet de voir clair. Et l'ensemble agrégé nous donne, en matière de gestion des risques, du niveau de sécurité. Le niveau de sécurité permet de savoir
quel est le niveau acceptable pour que la population puisse vivre, ou bien pour qu'on dise que la zone est rouge, ou bien la zone est critique, c'est une zone à fort défi sécuritaire. Ça veut dire que si les populations ne sont pas en sécurité, du fait même des groupes et du fait même des forces de défense de sécurité, ça aussi c'est un problème. Il faut remonter l'information pour que les postes puissent se recadrer et voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tant de violence dans cette zone. Donc c'est tout ça qui est pris en compte. Il faut prendre donc en compte tous les incidents et ensuite les classifier pour qu'on sache quelle est la menace, quelle menace potentielle peut peser sur telle ou telle autre localité. C'était les questions de généralité. Hier, c'était le 11 septembre. On se souvient des attentats qui ont frappé en 2001 les tours jumelles du World Trade Center. C'était aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Ces attentats ont fait près de 3000 morts. 21 ans après, on reste toujours saisi d'effroi face à l'outrecuidance de ces actes, alors que le Burkina se démène avec ce fléau depuis plus de 6 ans maintenant. Alors, Mahamadou Ouedraogo, quelle lecture ou quelle cartographie générale peut-on faire de la situation au Burkina aujourd'hui? Alors, merci. J'aimerais d'abord revenir sur l'attentat du 11 septembre, qui a aussi un impact jusqu'au Burkina, parce que vous savez qu'à partir de cette date, il y a eu une évolution. Il y a une évolution, par exemple, le groupe armé Al-Qaïda au Maghreb islamique a évolué non seulement en 2011, mais aussi en 2017. En 2011, ils ont décidé effectivement de changer la donne, c'est-à-dire de diminuer, étant donné que les Occidentaux avaient corsé et les possibilités d'attentats sur les territoires, ils ont décidé effectivement de s'attaquer aux intérêts des Occidentaux, là où eux se trouvent, c'est-à-dire dans les pays qui sont dans les pays un peu fragiles, où ils ont beaucoup d'intérêts. Et c'est après ça qu'il y a eu même une dissension au sein de ce groupe, et donc vous avez eu l'apparition de l'IGS. Et en 2013-2014, avec la naissance du G5 Sahel, il y a eu aussi un autre groupe qui est apparu, qui s'est affilié à Al-Qaïda, qu'on appelle le groupe de soutien à l'islamo-musulman, le Chédim. Et en 2017, ça a été vraiment un tournant. Fin 2017, début 2018, l'autre tournant, ça a été le fait que, dans un manifeste, Al-Qaïda a donné des consignes fermes à ses moudjahidines de ne plus d'éviter les attentats suicides, c'est-à-dire les attentats qui touchent de manière aveugle les populations, et de se concentrer sur les cibles militaires et les cibles administratives. Et vous avez dû remarquer aussi que depuis 2017, date du dernier attentat suicide au Burkina Faso, il y a eu une baisse considérable des attentats suicides à travers les différentes régions du pays, que ce soit au Burkina, Mali ou bien au Niger. Alors ça fait partie de leur politique de ce qu'on appelle la communautarisation du terrorisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils tentent de convaincre les populations de se joindre à leur cause, et donc du coup, ils évitent de toucher ces populations-là, parce que leur objectif ici, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'acceptation, convaincre, donc pousser les populations à aller contre les intérêts des Occidentaux et les pousser hors de l'Afrique du Sahel. Et je pense que ça a un peu réussi avec le Mali. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la France a quitté. Et le Mali, ça fait partie d'une des revendications des groupes armés terroristes, d'une des injustificatifs qu'ils avaient lancé en disant que s'ils attaquent le Mali, c'est parce que Barkhane est présent, c'est parce qu'il y a beaucoup d'intérêts occidentaux. Donc ça fait partie. Donc voilà un peu l'évolution qui a touché aujourd'hui le Burkina depuis 2017-2015. Ok. Alors je vais laisser la parole au juge. C'est l'expert en sécurité Mahamadou Savadogo qui répond à la convocation du tribunal de l'actualité aujourd'hui. Avec lui, nous faisons un état des lieux de la situation sécuritaire liée au terrorisme au Burkina. Oui, juge Bernard Bougma. Oui, effectivement, il y a qu'en le 11 septembre, la date du fameux 11 septembre, des pays comme le Sahel ne rêvaient pas d'avoir le terrorisme au niveau de leur sol. Les choses ont évolué aujourd'hui. C'est comme d'autres pays également qui regardent cette bande du Sahel et qui dit bon, il y a le terrorisme là-bas. Donc les choses sont allées vite et très vite. Alors, dans la gestion, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression que, comme toujours, nous n'avons pas
anticiper les choses. Oui, effectivement, on n'était pas dans l'anticipation, on était dans l'expectative, on était plutôt dans la réaction. Alors, rapidement, pour faire l'évolution de la situation, en 2015-2016, vous aviez des attaques qui étaient essentiellement localisées dans la région du Sahel, et particulièrement dans la province du Soum. On avait une trentaine d'incidents et d'attaques. En 2017, il y a deux autres régions qui ont commencé à être touchées sans que l'État ne réagisse. Ou bien l'État était plutôt dans le déni. Parce que vous remarquez qu'on accusait l'ancien régime d'être derrière parce qu'il y avait eu un nouveau régime et que c'était des questions de la théorie du complot qui était mise en avant. Donc 2017, on a la boucle du Moun, une partie de la boucle du Moun et une partie de la région du Nord qui a été touchée. 2018, on a la région de l'Est qui a complètement été touchée. Et 2019, on a la région du Centre-Nord. Et à chaque fois, les attaques ont été multipliées par 2, sans que l'État ne réagisse. Et je peux dire que ce n'est qu'en 2019, lorsqu'ils ont commencé à inquiéter le centre-est et une partie de l'ouest, que l'État a véritablement commencé à prendre cette question des attaques et aussi à comprendre qu'en réalité ces attaques étaient plutôt endogènes, mais ne provenaient pas des combattants étrangers. Donc c'est pour vous dire que chaque année, en tout cas d'après nos statistiques, chaque année, sans exception, les groupes armés ont réussi à faire tomber une ou deux régions, et de façon méthodique. Et à partir chaque fois d'une région, ils font basculer la région suivante. Ça veut dire qu'ils ont une stratégie qui les a permis aujourd'hui d'être aux portes de la capitale, mais mieux, ou bien pire, aux portes des pays côtiers aujourd'hui. Donc ils ont dressé des couloirs depuis le Sahel et pouvoir descendre à partir de la région de l'Est. Ils sont redescendus jusqu'au nord du Togo, du Bénin et du Ghana, qui aujourd'hui ne font que effectivement se réveiller. Voilà comment ça a évolué. Et l'État effectivement n'a commencé à prendre la mesure des choses qu'en 2019-2020. Et en ce moment, le groupe avait une longueur d'avance et la situation était vraiment très gangrénée. Et donc, d'où la situation que nous vivons. Alors, mais c'est qu'avant cette date, les installations des bases n'ont pas commencé à cette date, parce que la première attaque sur le sol burkinabé, c'était en 2015, en avril. Je pense qu'avant 2016, on avait déjà essuyé 4 ou 5 attaques. Oui, avant qu'on rentre d'ailleurs en 2016. Mais maintenant, moi, quand je parle de l'anticipation, c'est le regard lointain. Parce que les installations n'ont pas commencé qu'en 2015. Non. C'est sûr que quand on entend un coup de feu dans une localité, les bases étaient là depuis longtemps. C'est ce travail d'anticipation sur la durée depuis des années que j'ai l'impression que ce travail, on ne l'a pas fait. Oui, effectivement. Je peux dire même que ça date de 2008-2007. Les premières tentatives d'installation de ces groupes avec ce qu'on appelle la bande de Sawadgo. Vous vous rappelez de Rayongo, il y a un jeune Sawadgo qu'on avait arrêté. Lui, son grand frère déjà avait tenté de s'installer dans la région des Cascades, dans la région de l'Ouest depuis 2008-2007, et ça n'avait pas marché. Et en tout cas, ils avaient déjà des petites bases. Et si vous avez remarqué, la première attaque terroriste a concerné Samorgouan dans la région de l'Ouest. Et donc, ils étaient déjà un peu installés, et c'est ça qui a fait que... Mais maintenant, tous les États, sans exception, que ce soit le Burkina, le Mali et le Niger, ils n'ont pas cherché effectivement à anticiper sur la menace ou à démanteler ces réseaux, à éradiquer dès le départ. Exactement, parce qu'ils étaient plutôt enclins à le politiser. Et malheureusement, en le politisant, voilà les résultats. Et aujourd'hui, et même au Niger, et vous avez fait des entretiens avec le président nigérien, le Niger refuse qu'il y ait des bases terroristes sur son territoire. Le Niger refuse jusqu'à aujourd'hui en disant qu'il n'y a aucune base territoire. S'ils sont attaqués, et terroristes sur leur territoire, s'ils sont attaqués, c'est à travers le Burkina et le Mali. Donc vous voyez que ils ont tellement politisé que effectivement c'est difficile aujourd'hui non seulement d'avoir une synergie d'action entre les États, mais aussi aux États même de prendre conscience que il faut un diagnostic clair de la situation pour pouvoir apporter des résultats probants.
Il faut un diagnostic pour apporter des résultats probants. Je rappelle juste qu'il y a que le 6 juillet dernier, cela faisait 2000 jours de détention pour Arthur Kenneth Elliott. Et aujourd'hui, il en est à 2068 jours. C'est un chirurgien australien naturalisé burkinabé. Il a été enlevé le 15 janvier 2016 à Djibo en compagnie de son épouse Jocelyn Elliott. Cette dernière a été libérée après quelques semaines. Mais on reste sans nouvelles du chirurgien, alors âgé de 86 ans. On se rappelle aussi que c'est ce 15 janvier-là que Ouagadougou a essuyé sa première attaque terroriste d'envergure. C'était sur l'avenue Kwame Nkrumah. Je reste sur la question des bases. Le Niger dit effectivement... Je voulais donner la parole à Juge Vara. D'accord, donc je reviens après. Oui, il faut revenir après parce que... Oui, Juge Vara. Oui, parce que tout à l'heure, vous évoquiez en introduction 2011... Et non, 2001. 2001 plutôt, oui. 2001. Quand le 11 septembre plutôt, 2001, c'est là où à la face du monde, beaucoup commencent à connaître ce que peuvent être les ambitions de terroristes et puis jusqu'où ils peuvent aller. On le suivait, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait cette envergure et qu'il ose aller jusque-là. Quand on regarde la question du terrorisme, parce qu'il y en a plusieurs formes, dans celle qui nous inquiète aujourd'hui, les origines c'est depuis les années 80 en Afghanistan avec le refus de l'occupation soviétique. Après, on a son évolution transnationale avec l'EI du côté de l'Irak, la Syrie. 2010, on voit avec l'occupation même et les revendications de terres et de zones. Mais nous, ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, ce terrorisme-là, il est lointain dans son fondamentalisme, dans ses exigences. Mais comment on se retrouve avec un terrorisme aujourd'hui dans des pays comme le Mali, dans des pays comme le Burkina Faso, dans des pays comme le Niger, alors qu'au départ, le terrorisme était vu comme l'anti-Occident. Aujourd'hui, ils sont avec nous. On a l'impression que le combat, c'est occuper certaines parties de notre sol. On a l'impression que le combat, c'est se substituer à l'État dans certaines zones. Idéologiquement, qu'est-ce qui a changé? Ou bien c'est comme dirait l'autre, une banditisation du djihadisme, c'est-à-dire qu'il y a un courant qui vient, on l'épouse parce que ça permet de déstructurer l'État. Comment on se l'explique? Alors, je vous ai dit tout de suite dans l'historique qu'à partir de 2011-2012, le groupe Al-Qaïda a changé sa stratégie. Comme ils ont vu que les Européens ont pris des dispositions pour qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur sol, ils ont décidé d'attaquer les intérêts des Européens sur le sol des pays qui sont les plus faibles. Disons plutôt les Occidentaux. Les Occidentaux plutôt. L'Occident. Donc, ils ont décidé aujourd'hui de toucher à leurs intérêts là où ils sont, parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'atteindre directement les intérêts stratégiques en Occident. Vous avez vu aussi qu'à partir de cette année, ils ont commencé d'abord par des kamikazes. Ensuite, ils ont décidé, aujourd'hui c'est des combattants, c'est des troupes combattantes, ce n'est même plus des kamikazes. Il y a de moins en moins de kamikazes, si on regarde. Et donc, cette situation de fait que c'est des gens qui s'adaptent à l'évolution. Maintenant, pour ce qui concerne le Mali, le Burkina, le Niger, n'oublions pas aussi que c'est des opportunistes. Vous savez très bien qu'il y a la Libye qui a été agressée. La Libye a ouvert les vannes. Il y a eu à leur disposition des milliers d'armements qui ont été mis à leur disposition et donc qui ont circulé. Et ils s'en sont servis pour fondre sur le Mali, en créant bien sûr des alliances. Si vous avez remarqué, ils créent chaque fois des alliances avec d'autres groupes qui ont à peu près des intérêts similaires. Voilà pourquoi ils ont d'ailleurs formé le GENIM. Parce que il y avait des petits groupes qui étaient au Sahel, des petits groupes qui faisaient des revendications, donc qu'ils ont pu rallier à leur cause pour pouvoir étendre leur hégémonie. En plus, il y a la question aussi de la criminalité et la question de la contrebande, qui est très importante parce que cette contrebande les permet effectivement de nourrir et de se proférer, d'avoir des armes et d'être vraiment très collés avec les contrebandiers qui sont jusqu'en Amérique du Sud. Donc, c'est toute cette stratégie-là. Et si vous voulez, au fur et à mesure, ils ont cherché à l'étendre vers les pays du Sahel qui sont les pays les plus faibles. Et regardez, quand est-ce qu'ils attaquent un pays? Ils attaquent un pays lorsqu'il y a une instabilité politique, lorsque le pays est de plus en plus faible sur le plan politique. Et lorsque le pays est désorganisé. Vous avez vu le cas du Mali, vous avez vu le cas du Burkina. Donc,
c'est des stratèges qui étalent au fur et à mesure leurs propensions, étalent au fur et à mesure leurs stratégies et l'adaptent. Et c'est ce qui manque à nos États, c'est ce qui manque à nos stratégies qui sont plutôt figées, qui sont plutôt dans la réaction. Mais justement, maintenant, quand on est dans la genèse de la chose au Burkina, pour rejoindre un peu les questions de Bernard Bougouma, on veut faire un peu une catharsis, et puis se dit peut-être on va se projeter à la fin du tribunal. Mais 2006, quand ça commence ici, qu'est-ce qui a manqué? C'est vrai qu'on peut dire, bon, il y a la question de l'anticipation, mais concrètement, comment on anticipe des gens qui sont venus se tuer avec vous? C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas pour repartir, ce n'est pas une guerre classique. Ils viennent pour emporter le maximum de personnes. Alors que vous êtes dans votre train quotidien, vous vous dites, bon, ça ne peut pas arriver ici. Je veux dire, qu'est-ce qui a manqué dès que c'est arrivé? Et puis même les 3-4 années où c'était encore gérable entre griffes, où on n'était pas dans ce pourrissement. Qu'est-ce qui a manqué? Alors, ce qui a manqué, je le répète encore, je crois qu'on a plutôt politisé cette question terroriste au lieu de chercher à comprendre la dynamique. Regardez quand c'est arrivé en 2015-2016, ça commençait par des attentats suicides, à plein Ouagadougou, etc. En ce moment, la menace, elle était exogène, puisque c'était des groupes étrangers qui venaient s'en prendre au Burkina. Mais pendant que la menace était exogène, ils ont cherché des alliances avec des groupes endogènes. Et le premier groupe, vous le savez très bien, c'est Ansarul Islam, avec Malam Diko, qui avait lui aussi eu des contacts, des prémices de contact avec Amadou Koufa, et qui est revenu dans son village, et qui a suscité la révolte. La révolte, ça ne concernait même pas des questions politiques. La révolte, ça concernait l'ordre social qui était établi dans la région, dans la province du Soum. Et cet ordre social, c'était les questions d'esclavage, les questions de maître et esclavage. Il a voulu changer cet ordre social parce qu'il trouve que ce n'est pas normal que ça continue. Alors quand ça a commencé, vous avez vu que même les autorités ont dit qu'ils ont alerté et ça n'a pas eu gain de cause. Et donc du coup, les groupes armés ont vu une opportunité donc, de s'allier avec cet individu qui était de plus en plus radicalisé parce qu'il commençait à avoir des prêches beaucoup plus virulentes. Donc ils l'ont récupéré, ils l'ont fait un lavage de cerveau et ils lui ont mis à sa disposition des armes. Et aujourd'hui, à ce niveau, il avait des adeptes. Mieux, ils ont même utilisé le système pour avoir encore beaucoup plus d'adeptes dans cette région. C'est que, vous savez très bien que ces premiers adeptes dans cette région, et parmi même les villageois, il y avait aussi des agents de l'État. Parce que c'est une des failles de l'État, parce que tous ceux qui étaient affectés dans cette zone, c'était des parias, des syndicalistes, des gens qui n'avaient pas de relations, etc. Donc c'est ce sentiment d'injustice, ce sentiment de frustration qui se sont basés effectivement pour avoir un certain nombre d'années et construire leur stratégie qui a, au fur et à mesure, comme il n'y avait pas de réaction, ils ont continué à l'étendre. Et à l'étendre du Sahel vers l'Est où ils ont encore trouvé d'autres alliances avec d'autres groupes. Au départ même, ils avaient voulu avoir, en 2016-2017, ils ont tenté une liaison avec Boko Haram, depuis la région de l'Est. Mais ça n'a pas marché et ils ne se sont pas entendus. Et c'est là que la partie EGS est venue s'imposer dans cette région en 2016 pour pouvoir mener aussi des actions concomitantes ou même contre ce même groupe. Mais je ne sais pas qu'est-ce que les services de renseignement faisaient, mais en tout cas, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu d'anticipation. Et on était plutôt dans l'accusatoire, on était en train d'accuser l'ancien régime. Et on était en train de s'accuser entre nous. Parce que vous vous rappelez le procès du putsch, où on a dit qu'il fallait attaquer au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc pour eux, ce n'était pas des attaques terroristes. Et vous savez très bien, vous avez ici M. Simon Comporé qui a affirmé que ce n'était pas des attaques terroristes, parce que ce n'était pas revendiqué. Rappelez-vous très bien, en 2016-2010, ils ont refuté le fait que ce soit des groupes armés terroristes. Donc c'est ce déni-là qui nous a amenés dans cette situation.
Ce déni nous a amené dans cette situation. Oui, juge Bougma, je vous avais retiré la parole, je vous la redonne. Oui, mais en fait, il y avait un lien logique avec ce qu'il avait dit sur le Niger, en fait. C'est ce qui fait que je m'empressais de poser la question sur la question des bases. Parce que le Niger a toujours dit qu'il n'y a pas de bases. Et moi, ma question, c'était de savoir si effectivement il y avait des bases. Est-ce qu'il y a effectivement des bases au Niger? C'est la question du juge. Bien sûr qu'il y a des bases. Quand vous regardez la zone des 3 frontières, c'est la zone où il y a plus de violence, c'est la zone où ils sont le plus implantés. Et quand vous observez très bien, ces groupes sont très intelligents. Par exemple, l'EGS, le groupe l'État islamique au Grand Sahara, ils ont créé des liens filiales avec les populations nigériennes qui sont installées dans la zone des 3 frontières. Donc, ils ont leurs femmes, leurs familles qui sont installées dans ces zones. Ce qui fait que, quelle que soit la situation, il n'y a pas lieu effectivement d'être dénoncé, il n'y a pas lieu que on puisse les indexer comme les coupables. Mais il est clair que dans la zone de Tillabéri, dans la zone qui est frontalière avec le Burkina et le Mali, il y a des bases terroristes. Et même dans le parc W, qui est une continuité du Burkina et du Bénin, il est aberrant de penser qu'ils sont seulement installés côté Burkina et ne sont pas installés côté Bénin et Niger. Puisque le Bénin aussi refute qu'il y ait des bases sur lui. Donc ils disent que ces bases sont cantonnées au Burkina. Alors que les parcs n'ont pas de limites géographiques, c'est des limites administratives. Donc il est clair il est évident qu'il y a effectivement des bases sur les 3 pays. Mais là-dessus, est-ce qu'on ne peut pas comprendre un peu, quand je prends le cas du Niger, c'est vrai que nous on a été avec le président Bazoum jusqu'à Tillabéri et même pratiquement à la frontière, on va dire comme ça, c'est que là-bas ils ont, à la différence du Mali comme du Burkina, une présence, on va dire, de l'État qui continue jusque là-bas, jusque pratiquement à la frontière. Quand vous prenez de l'autre côté, vous n'allez pas rencontrer l'État jusqu'à des kilomètres dedans. Est-ce qu'il n'est pas en droit de se dire que, puisque j'ai mon administration, les choses continuent jusqu'à ma frontière, et que de l'autre côté, ils ne sont même pas capables de venir jusqu'à la frontière, ça veut dire que là-bas, c'est no man's land, ils sont à l'aise, et puis c'est clair, là-bas, de l'autre côté, c'est eux qui font la loi. Hein. Ils ont le pistolet, ils ont les fusils en bandoulière, et puis ils rationnent les populations, ils font ce qu'ils veulent. Donc, quand vous regardez, même pour un terroriste, il est plus à l'aise de prendre son camp là-bas, venir attaquer et repartir. Maintenant, quoique, il y a la question aussi des cellules dormantes. Ça, c'est un élément. Ça veut dire qu'ils sont avec eux, ils ont épousé l'idéologie, ils attendent souvent le moment de relâchement pour frapper. Et ça, maintenant, est-ce qu'il ne faut pas faire la différence entre cellules dormantes et puis base, comme il le dit de façon claire? Alors, vous savez que le Niger a su anticiper. Je peux dire que le Niger est l'exemple parmi les pays du G5 Sahel du pays qui a peut-être une meilleure stratégie parmi les 3 pays du Sahel central. Le Niger n'a même pas un seul front. Le Niger a 3 fronts. Il y a la Libye, il y a la zone des 3 frontières et il y a le front avec Boko Haram. Mais vous voyez que le Niger arrive à contenir à des proportions assez, en tout cas acceptables, ces 3 fronts. Pourquoi? Vous avez des bases de renseignement américaines qui sont au Niger, vous avez des bases logistiques de Barkhane qui sont au Niger, et vous avez l'armée nigérienne qui est habituée au combat depuis 1960. C'est une armée qui est habituée à ce phénomène. Donc, tout ça aidant, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le Niger a quand même une longueur d'avance sur les pays comme le Burkina et le Mali qui viennent à peine de connaître. Pour le Burkina, en tout cas, c'est nouveau, mais le Mali aussi connaissait. Mais le Niger, la stabilité politique fait aussi qu'il y a une certaine continuité et une certaine rigueur dans le suivi, effectivement, du contrôle des frontières. Et je vous rappelle que quand il y a eu l'affaire de la Libye, il y a eu des groupes de 1000 et quelques personnes qui sont descendus vers le Niger avec l'armement complet, armement lourd. Et le Niger les a accueillis, le Niger, et c'était les Nigériens qui étaient à la solde de Kadhafi. Et donc, comme il a été démantelé, ils sont revenus, ils ont vu les dangers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché d'abord à discuter avec eux et à les intégrer dans l'armée. Donc en faisant des armées locales, et donc des armées locales qui les permettent aujourd'hui effectivement d'aider dans la lutte contre le terrorisme. Donc je pense que pour le cas du Niger, c'est dans leur droit de dire qu'ils n'ont pas de base terroriste, mais il faut juste se rappeler que les limites entre le Burkina, le Niger et le Bénin, c'est des limites Togo, Bénin, Ghana, c'est des limites administratives, ce n'est pas des limites géographiques. Donc
personne aujourd'hui ne peut jurer que ces limites administratives sont strictement respectées par les groupes armés terroristes. Oui, rapidement pour qu'on parle du Burkina. Non, mais c'est même du Burkina que je voulais parler maintenant, donc c'est possible. Ok, donc c'est vrai qu'on a fait un peu le tour pour ce qui est de la sous-région, un peu du Burkina. Bon, tout à l'heure vous disiez, le problème au départ, c'est il y avait un déni politique. Et aujourd'hui, on est dans quoi? Quelle est la situation? On a eu un point qui nous a été fait par le président il y a 2 dimanches maintenant. Et quand on regarde, ce qu'on peut retenir en gros, c'est qu'on est parvenu à désorganiser l'ennemi. Je pense que le terme a été utilisé. Et puis deuxième élément, du point de presse qui suit, du point comment on appelle, du Conseil des ministres qui vient après, en termes de statistiques, bon, les gens continuent les gens ont commencé à repartir chez eux à la maison. Il y a une proportion d'en gros 400 000. C'est la réalité quand vous regardez, parce que vous avez aussi des travaux que vous menez sur le terrain, ou bien on est dans un genre d'autre déni qui est celui de la réalité. Moi, je pense qu'on est dans un genre d'autre déni qui est celui de la réalité. Quand vous parlez des personnes déplacées qui sont retournées, en réalité, ils ont dit qu'ils ont épuré les incohérences, les chiffres du CONASU. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a 400 000 et quelques personnes qui sont retournées. Ça veut dire que peut-être qu'il y avait des doublons. N'empêche, 1 500 000, c'est toujours trop. Ça, c'est un. Et de deux, et lorsqu'on nous dit que on a désorganisé, on a réussi à contenir la menace, moi je pense que les faits sont patents, les éléments sont clairs. Aujourd'hui, l'objectif pour moi, en tant que spécialiste, l'objectif ce n'est même pas de s'attaquer à la tête de ces groupes-là. Parce que tant que vous allez vous attaquer à la ttête, ils sont déjà très bien organisés, de sorte que même si vous tuez le leader aujourd'hui, il y a un autre leader qui va prendre. Ça c'est clair, ils ont une organisation très bien huilée. Et pour moi, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Ou bien, au lieu de gaspiller de l'énergie et des moyens et des hommes pour cibler une seule personne, autant s'en prendre aux bras armés. Et les bras armés, effectivement, je trouve que la stratégie de l'État, elle est bonne, même si peut-être ce n'est pas le moment indiqué, c'est-à-dire tendre la main aux bras armés, c'est-à-dire couper le bras armé des groupes armés terroristes, donc récupérer les troupes combattantes. Mais là encore, le chemin est encore très long. Le chemin est encore très long pour les résultats qu'on a eus. Je pense qu'il faut encore attendre longtemps pour avoir des résultats parce que ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la situation sécuritaire est très dégradée, très volatile, et où nous sommes toujours dans la réaction, et c'est le groupe armé qui imprime le rythme et qui mène les combats, et nous sommes toujours en train de réagir. Et c'est ça qui fait que nous avons ce nombre d'attaques, nous avons des régions et des provinces qui sont continues à tomber. Même si on reconnaît que les mesures mises en place par le gouvernement vont produire des résultats, c'est des bonnes mesures, je suis d'accord avec eux, c'est des bonnes mesures, mais c'est des mesures qui auront des résultats probants dans une année, dans 6 mois. Mais actuellement, nous sommes dans une situation assez critique. Actuellement, nous sommes dans une situation critique et les attaques ont perlé tout au long. Rappelez-vous, Arbinda, le 25 décembre 2019, 35 civils ont été tués. 31 femmes faisaient partie de ce groupe. Solkhan, c'était le 5 juin 2021. Ensuite, nous avons eu Ilata le 14 novembre 2021. Je ne vous parle pas de Tiou, le 24 novembre 2021. Il y a eu Yirgou, il y a eu Tamwabulgou, l'état-major général des forces armées et le café Aziz Istanbul à Ouagadougou, Bungu, Touti, Kanti. On l'a appris ce 11 septembre. Le centre médical avec antenne chirurgicale de la commune urbaine de Solenzo a fermé ses portes le 10 septembre dernier suite à la destruction le 8 septembre des réseaux de Bena et de Kouka. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où, même après, on continue d'avoir des localités qui sont sous menace, on continue d'avoir des incidents. Qu'est-ce que vous pensez justement des nouveaux développements, notamment avec Solenzo, qui se vide de sa population, où finalement on aura là aussi plus d'administration? Oui, justement, c'est là où le déni m'inquiète. Et ça me préoccupe à un plus haut point que... Et lorsque vous regardez comment la situation a évolué, vous voyez clairement que les groupes armés sont en train de... Ils ne sont pas en débandade. Le fait de s'en prendre aux populations, le fait de s'adapter à la situation, ça ne veut pas dire qu'ils sont en débandade. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont en train de s'adapter à la réponse que nous apportons. Je signale que depuis janvier 2022, ils avaient déjà entrepris
d'isoler certaines villes et villages, et en coupant les réseaux de communication, en minant tous les axes, et aussi en s'en prenant à des points sensibles, comme les aérodromes, etc. Et pour la région de la Bougou du Mouhoun, là aussi on avait déjà interpellé les autorités en leur disant que cette région est en train de basculer. Depuis janvier, ils ont commencé à préparer cette donne. Pourquoi? C'est simple. Ils connaissent encore mieux la géographie que nous. Vous savez que c'est la région la plus enclavée. La zone de Solenzo, c'est la zone la plus enclavée. Et on sait très bien que cette zone qui est enclavée, en saison de pluie, il va être presque impossible pour l'armée, si elle n'occupe pas si elle ne devance pas occuper les lieux, de mener une quelconque offensive, des quelconques résultats. Et avoir de quelconques résultats. Et c'est ce qui est arrivé. Et pourquoi ils ont attendu pendant la saison de pluie pour détruire les infrastructures de franchissement? Parce que c'est des passages obligés. Ils savent très bien que si en saison de chasse ils les détruisent, on va toujours contourner. Mais en saison de pluie, c'est des passages obligatoires. Donc ils ont choisi pendant la saison de pluie pour détruire ces ouvrages-là. Aujourd'hui, pourquoi l'armée ne peut pas aller, par exemple, au secours des populations de la zone de Solenzo? Ce n'est pas la faute de l'armée. Il n'y a pas de route. Et tous les axes sont minés. Donc il faut par voie aérienne. Par voie aérienne, la population est prise en otage. On ne peut qu'attendre. Mais stratégiquement, c'est l'armée qui, dans ce contexte-là, devrait sécuriser ces voies-là. Justement, on aurait dû anticiper au regard de l'évolution de la pression. Vous savez, ils ont commencé depuis 10. Oui, mais est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a rien à faire pour ces populations aujourd'hui, malgré qu'il n'y ait pas eu cette anticipation? Et avant, aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au secours de Solenzo et de toute cette région? Aujourd'hui, pour aller au secours de Solenzo, il faut le vecteur aérien. Il faut héliporter des hommes pour descendre sur Solenzo, parce que par la route, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'attendre que la saison de pluie passe si on veut emprunter la route pour aller sauver cette population. Et ce qui va être trop tard. Parce que on n'a pas anticipé sur cette menace. Mais cette menace, elle était claire, elle était en train de fondre. Depuis Di, ils ont commencé par Di, ensuite Bourasso. Et après Bourasso, vous avez vu qu'ils ont... Bourasso, c'est la commune qui sépare Dédougou de Nouna. Et ils ont encerclé de Bourasso, ils sont allés vers les Bondokui et encerclé pendant la saison de sèche. En sachant que, effectivement, pendant la saison de pluie, ça va être difficile parce que l'autre versant, c'est le Mali. Ils contrôlent le Mali, ils contrôlent plus ce côté du Mali. Et ils savent que s'ils vont attaquer, ça va être difficile. Donc, vous voyez que, clairement, ils ont préparé leur stratégie. C'est nous qui n'avons pas anticipé sur la stratégie. Ouais, rapidement, mais il faut également... Parlant d'anticipation, aujourd'hui, il y a une proposition qui revient très souvent. Des OS le disent, récemment c'était des partis politiques. Est-ce que finalement, il ne faut pas armer les populations lorsque on a 2-3 personnes qui viennent faire fuir des milliers de personnes? Il y a beaucoup d'acteurs d'ailleurs qui proposent d'armer les populations. Oui, ça peut être une bonne solution comme ça peut être une mauvaise solution. La bonne solution, c'est que ça va permettre aux populations de se défendre. Mais on arme les populations avec quoi? Avec des armes. Est-ce que nous en avons assez? Est-ce que les VDP, les militaires qui sont sur le terrain en ont assez? Est-ce qu'ils ont des munitions à provision? La question qui est là. Je sais que, par exemple, les VDP, ils n'en ont pas assez. Donc, vous voyez que là encore, on n'a pas anticipé, donc on n'a pas le matériel nécessaire pour le donner. Alors que si vous donnez une seule arme à une seule personne dans le village, ça veut dire que quand ils vont venir, ils risquent de massacrer carrément tout le village. Donc si on va les armer, qu'on les arme correctement, il ne faut pas qu'on saupoudre, comme ce qu'on a fait avec les VDP qui sont aujourd'hui victimes de ces groupes armés terroristes parce qu'ils sont sur le terrain mais ils ne sont pas armés. Ou bien on décide effectivement de bien les armer en leur donnant aussi un minimum d'armement nécessaire pour pouvoir faire face. Donc, un minimum d'armement et de formation. Et de formation nécessaire pour pouvoir faire face. Et je pense qu'on aurait pu enclencher déjà. Jusqu'à présent, vous voyez qu'on n'a pas encore enclenché cette initiative-là. On peut commencer à former des jeunes de chaque localité, à Ouaga ou à Bobo, dans les zones où on peut faire la formation. Le temps que, quand la situation va se calmer, on puisse les déployer sur le terrain. Mais jusqu'à présent, il y a toujours rien. Maintenant, l'autre versant, c'est le fait que de plus en plus les communautés se regardent en chaîne de faïence. Est-ce que ces communautés-là, si on arme chaque communauté, est-ce que on ne va pas déclencher aussi une guerre civile? Voilà la question. Donc ça veut dire qu'il faut aplanir cette question de tension qu'il y a entre les communautés. Et même à l'intérieur des communautés,
à l'intérieur entre les communautés religieuses et à l'intérieur des communautés religieuses. Parce qu'il y a des régions aujourd'hui qui ont basculé parce qu'il y avait des dissensions à l'intérieur d'une même communauté religieuse entre deux hommes et a préféré rejoindre les groupes armés terroristes. Donc c'est pour vous dire que la situation est de plus en plus complexe et si on n'arrive pas à débrider rapidement cette situation, eh bien, toute solution que nous allons proposer, elle peut être bonne, mais le moment indiqué n'est pas fait pour ça. Donc bonne mais pas praticable. Pas praticable, voilà. Juge Bougma. Oui, d'ailleurs, c'était ma question, l'armement des populations. Mais on parle de l'armement des populations, mais on ne parle même pas de leur organisation. Il y a eu l'expérience de controversés CDR, mais qui permettait d'identifier qui rentre et qui sort. Vous recevez comment on appelle ça, un visiteur, un parent qui est venu au village. Vous êtes tenu d'aller signaler au niveau, excusez-moi, de la permanence que vous avez un visiteur avec une bonne identification de la personne qui est faite en bonne et due forme. Aujourd'hui, on n'est même pas là. Dans ces conditions, vous armez des gens qui ne se connaissent même pas et qui se soupçonnent. Donc il y a un problème sur le plan même de l'organisation. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à ce que même les communautés qui vivent dans les villes où pour le moment il n'y a rien, même dans l'anticipation pour le vivre ensemble, on ne l'a pas. Et dans ces communautés, il y avait la présence de l'État. Mais là, vous voyez que sur le réseau, il n'y a plus présence de l'État. Donc, qui est-ce qui va organiser, à qui ils vont rendre compte? Donc, et ça, oubliez qu'on n'a pas encore tiré leçon de notre expérience des VDP. Vous avez vu qu'on a mis en place la BVDP. La BVDP a été mise en place pour canaliser et aussi pour un peu contrôler ces VDP qui étaient de plus en plus incontrôlés sur le terrain. Vous avez ce qu'on appelle l'économie de la guerre qui est en train de se constituer. Et cette économie de la guerre est en train d'enrichir des gens parce que demander aux juges, vous êtes juge, demandez aux juges, est-ce que à ceux des zones rouges, c'est-à-dire Waiguya, Kaya et puis Fada, est-ce qu'ils ont des scellés d'animaux qu'ils ont retirés, ou bien que les soi-disant, que les VDP ou les FDS ont pu retirer? Est-ce qu'il y a des scellés? Est-ce qu'on remet ces animaux à la justice pour que la justice fasse son travail? Ça veut dire que tout ça, c'est des milliards qui sont en train de partir et c'est des milliards que d'autres personnes sont en train d'engranger. Et si on ne contrôle pas, ça va devenir un gagne-pain pour certains. Ça va devenir un gagne-pain et ça va être difficile aujourd'hui d'arrêter après cette situation parce qu'elle est beaucoup plus lucrative. Alors très rapidement, en 30 secondes, on a également vu cet exemple de mobilisation à Gawa où là, on fait appel aux armes, je dirais plutôt spirituelles, endogènes. La culture et les divinités ancestrales peuvent-elles également nous aider à canaliser ce phénomène? Oui, effectivement, si c'est anticipé, elles peuvent aider à canaliser ce phénomène parce que cette divinité, cette culture-là renforce la cohésion. Et on a le sentiment d'appartenance à un même peuple ou à une même ethnie qui fait qu'on a un intérêt commun qui est la survie de ce peuple ou de cette ethnie. Donc ça veut dire que si effectivement ça peut les unir, personne ne pourra s'insérer entre eux. Mais effectivement, il faut le faire à temps avant que la situation ne bascule. Nous avons épuisé le temps qui nous est imparti. Fin de cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la première audience de la semaine qui commence et qui recevait pour vous sur Twi TV et sur Watt FM. Mahamoudou Savadogo, il est expert en sécurité. Merci d'être passé nous donner ces éclairages et ces explications. Merci. Juge Geoffroy Va, merci. Merci à vous. Merci également à vous, juge Bernard Bougma. Merci. Merci à toute l'équipe de réalisation menée aujourd'hui par Césaire Kafando sur la télévision et par Alphonse Déduit à la radio Watt FM, ainsi qu'à vous tous, fidèles auditeurs de la 100.7 Watt FM et téléspectateurs de Twi TV. Vous savez, ceux qui détiennent le pouvoir doivent relire Confucius, qui estime que, je cite, celui qui gouverne doit prendre soin que les vivres ne manquent pas, que les forces militaires suffisent et que le peuple lui donne sa confiance. Fin de citation. Faire renaître la confiance entre dirigeants et population, la faire vivre au quotidien, la célébrer même à travers les actes et les comportements, telle est sans doute l'une des clés de cette guerre contre le terrorisme. Pensons-y et au plaisir de vous retrouver sur Twi TV et Watt FM à l'analyse des faits et événements jugés avec rigueur et sans complaisance.